Quelques mots avant de vous laisser la parole, monsieur Sfer. Je vais demander à mes collègues de prendre place. En vous remerciant encore une fois, monsieur, de votre présence. Et donc, nous sommes cet après-midi réunis avec l'ensemble des membres de la mission, donc pour une après-midi consacrée donc à l'audition de différentes personnalités qualifiées, experts de la question de l'islam en France. Et nous avons le plaisir, le grand honneur d'accueillir cet après-midi un des plus renommés en votre personne, monsieur Antoine Sfer, directeur de la rédaction de la revue des Cahiers d'Orient. J'ai retenu ce titre parmi beaucoup d'autres, mais j'aurais pu également rappeler que vous présidez l'Institut libre d'études des relations internationales, poste où vous avez succédé à des personnalités prestigieuses comme René Cassin, Edgar Faure ou Raymond Barre. Et chacun sait votre expertise très large sur le monde arabo-musulman et sur ses rapports avec les différentes cultures du pourtour méditerranéen. Si vous en êtes d'accord, je vous propose donc de vous donner la parole dans un premier temps pour un propos liminaire d'environ 15 minutes et au cours duquel vous pourrez nous exposer bien sûr votre vision des grandes lignes de force qui structurent actuellement l'islam et le Moyen-Orient et surtout la manière dont ces lignes de force se reflètent dans l'islam en France et dans la communauté musulmane. Et puis, nous procéderons ensuite à un échange de questions-réponses qui, j'en suis certaine, seront nombreuses de la part de chacun et chacune d'entre nous. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est donc diffusée en direct sur le site du Sénat. Je vous donne la parole, monsieur Sfer. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, faire tout cela en un quart d'heure relève soit de l'impossible, soit du funambulisme intellectuel. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je vais commencer par la France. Et quand dans un couple cela va mal, c'est souvent, sinon toujours, la faute des deux. La présence de l'islam en France est ancienne, du temps du colonialisme en tout cas, mais surtout, nous avons été chercher nos musulmans dans les années 60 parce que nous avions besoin dans 3 secteurs industriels, à la fois l'automobile, la sidérurgie et surtout le BTP, de main-d'œuvre non spécialisée, non qualifiée. Donc on a été les chercher au bled, mais pas dans les villes. On a été les chercher dans le village. Et le contrat était très clair. Tu viens, tu travailles, tu touches ton salaire et tu t'en reviens chez toi. Et ça a marché. Ça a marché jusqu'à l'une des parties rompre le contrat. Et le contrat a été rompu par une première rupture qui fut le regroupement familial. Le contrat était devenu, tu viens, tu travailles, tu touches ton salaire, et non seulement tu restes, mais tu ramènes également ta famille. Et comme au bled, il avait une épouse, parfois 2, parfois 3 ou 4, il fut mis en exergue automatiquement. Il fut en exergue automatiquement, bien entendu, le fait que c'est l'administration française qui a été d'une hypocrisie rare. Elle a transformé la seconde épouse en cousine, la troisième en bru, la quatrième, qui était plus jeune, quasiment en fille. Et les exemples ne manquent pas. Mais en même temps, il y avait un certain encadrement, puisque le droit associatif était excessivement sévère, en tout cas soumis à la loi républicaine. Et c'est là où les jeunes qui arrivent vont quand même être brillants dans la mesure où ils vont monter leurs propres entreprises de rénovation, notamment en ce qui concerne la communauté algérienne de maçonnerie, etc. Et il va y avoir aussi ces grandes chaînes familiales marocaines et tunisiennes qu'on est tellement content de voir dans nos villes ouvertes tard le soir, ce qui étaient des chaînes vraiment familiales. Et puis voilà qu'intervient la deuxième rupture, c'est-à-dire la rupture du droit associatif libéralisé en 82
où on voit passer le nombre d'associations entre 500, pardon, 50 et 1574 de 82 à 85. Il ne s'agissait plus d'avoir une enquête de moralité, une enquête financière et tout, mais quasiment uniquement un devoir d'information de la sous-préfecture, de la préfecture du chef-lieu. Et ça a bien entendu entraîné aussi un passage du droit à la ressemblance avec la troisième génération qui était quasiment dans ce schéma à, hélas, un devoir à la différence, puisque à la préadolescence ou à l'adolescence, on a bien mis en exergue là aussi, tu es français mais algérien, tunisien ou marocain, tu es français mais musulman. Comme les deux premières générations avaient insisté beaucoup pour une intégration rapide, donc on ne parlait pas du pays d'origine, on ne parlait pas de l'islam, on ne savait pas ce que c'était. Il y a eu là aussi une troisième rupture qui va aboutir à quasiment à une déstructuration identitaire. Elle sera à la fois identitaire et familiale, puisque très vite cette rupture va faire poser la question à ce jeune qui est passé à l'adolescence, mais qui suis-je? Je suis considéré comme étranger de l'autre côté de la Méditerranée et je suis considéré comme étranger ici. Donc il va essayer de se restructurer et la révolte sera vis-à-vis des parents beaucoup plus que vis-à-vis de la République. Et au début, elle est d'autant plus acerbe cette révolte, c'est que on lui a répété depuis sa naissance, il y a un pouvoir, le pouvoir patriarcal. Or, il s'aperçoit à l'adolescence que ce n'est pas vrai. Que le pouvoir, c'est le pouvoir du savoir. Or, qui détient le savoir, c'est la femme, c'est la fille. La fille qui réussit à l'école, la fille qui réussit à l'université, la fille qui trouve du travail. Alors que le père et le grand-père n'ont pas de travail. Et c'est là où on voit, non pas des loups solitaires, mais des gens qui cherchent à récupérer une partie du pouvoir patriarcal, Khaled Kelkal, dans les années 90 et 80, et dont on en fait quasiment le symbole du mal-être en France. Mais on n'est pas encore quasiment dans le terrorisme religieux, on est plutôt dans le terrorisme national, algérien, GIA, etc. Et cela fait partie de ces courants d'idées et d'opinions dont vous parliez, Madame la Présidente. C'est là où il faut qu'on fasse attention, il ne faut pas qu'on confonde, qu'on amalgame, non pas arabes et musulmans. Ça, pardonnez-moi, mais j'ai désespéré. Ça fait 44 ans que j'essaye de dire aux Français aux Français de souche, j'entends bien, aux Français, comme on dit, Français franchouillards, que arabe ne veut rien dire par rapport à l'islam, qu'un sixième des musulmans sont arabes et que dans le monde arabe, il y a 15% qui n'appartiennent pas à la communauté musulmane. Et quels que soient mes efforts, ne vous en déplaise, je ne passerai jamais pour un Suédois. Je suis né dans ce Proche-Orient, j'ai vécu dans ce Proche-Orient et j'ai choisi d'être français à l'âge adulte. Mais d'autres amalgames apparaissent aujourd'hui quand on lit nos journaux entre islamisme, salafisme, djihadisme, etc. Et on s'aperçoit que on affuble des gens de tous les adjectifs possibles. Prenez l'exemple d'islamisme. Si vous lisez Chateaubriand, c'était l'équivalent du christianisme et du judaïsme. Aujourd'hui, grâce à deux chercheurs ou à cause de deux chercheurs d'Aix-en-Provence, l'islamiste est celui qui veut réislamiser le champ social, judiciaire, administratif, mais également économique et politique dans lequel il vit. Donc il vise les rouages du pouvoir. Donc c'est ce qu'on appelle en sociologie religieuse l'islamisation par le haut. Le salafisme, c'est exactement le contraire. Il n'est pas intéressé par le pouvoir. Il ne veut surtout pas de frontières, puisque le prophète lui a dit, et il l'a pris à la lettre,
Je suis le sceau des prophètes, en effet, après lui, il n'y en a plus eu. Je suis venu parfaire votre religion. Donc, zoroastrisme, le judaïsme, le christianisme ont reçu le message, mais ils l'ont détourné. Il me plaît que l'islam soit votre religion. Ça veut dire que toute la planète a vocation un jour ou l'autre à devenir musulmans, musulmans, non pas seulement soumis à Dieu, parce qu'il y a des interprétateurs ou des interprétants qui disent que l'islam n'est pas une soumission. Revenez au 10e, 11e, au 13e siècle, c'était un peu ce passage de l'islam des Lumières, à la fois en Andalousie, mais également à Bagdad. La maison de la sagesse, elle a été construite à Bagdad. Les écoles les plus libérales l'ont été à Bagdad, donc il ne faut pas désespérer. Mais pour le moment, nous sommes en plein radicalisme. Et le salafisme, donc, est tout simplement, nous vient de ce radicalisme, mais c'est notre faute. Dans les années 50, qui a fait l'alliance stratégique avec les salafistes au lieu de la faire avec le républicain Nasser? Nous avons diabolisé Nasser, mais nous avons diabolisé l'Iran aujourd'hui. On est exactement dans le même processus. Je ne dis pas que j'irai demain vivre en Iran, mais si je n'avais le choix que de vivre ou en Iran ou en Arabie, je n'hésiterais pas une seule seconde. Je crois simplement que nous traînons cela au moment où le monde était divisé en deux, le monde arabe lui-même était divisé en deux, et nous avons entraîné, enfin les Américains nous ont entraînés avec les Anglais à faire cette alliance stratégique avec l'Arabie saoudite, qui, au moment où dans tout le monde arabe et musulman s'installait ce que nos diplomates appelaient, avouez que la langue française est merveilleuse, des ruptures de représentativité, ce qui en français normal veut dire des dictatures, qui plus est militaires. Et donc à partir de là, il n'y avait plus qu'un seul endroit où il y avait une liberté d'expression, c'était le lieu de culte. Et dans ce lieu de culte, il y avait des imams saoudiens, qui d'ailleurs au début des années 70 vont arriver chez nous. Et c'est comme ça que la lame de l'islam radical va commencer à atteindre nos rivages. Et nous continuons à dire que nous avons un seul pays qui soit notre allié stratégique dans la région, c'est l'Arabie saoudite. Notre âme n'est plus à vendre, elle est déjà vendue, quasiment aux enchères. Mais d'un autre côté, c'est vrai que il y a ce qu'on appelle la réelle politique. Alors, c'est vrai que depuis les années 60, nous avons à la fois ghettoisé ces personnages venus du temps de leurs parents et grands-parents de l'autre côté de la Méditerranée. On les a mis ensemble, donc on ne les a pas intégrés. Je ne parle pas d'assimilation. J'ai moi-même découvert ce que voulait dire être libanais depuis que je suis français. C'est-à-dire, ça m'a appris à réfléchir à partir de ma francité choisie, et non pas par hasard, qu'est-ce que pouvait être ce mont Liban un jour si jamais il y avait quelques neurones qui pouvaient se réveiller. Mais c'est là le jeu de la République aussi. On n'a pas fait ce jeu de la République. Et aujourd'hui, on est toujours dans l'échec, au sein du couple. Alors, on sort à n'en plus finir des idées nouvelles, mais dans la mesure où il y a une loi républicaine, il y a une constitution de la Ve République, les solutions s'y trouvent. On me parle de déchéance de nationalité. Comme on n'a pas le droit de faire des apatrides, il y a quand même l'indignité civique et civile. Elle existe dans la Constitution. Ceux qui ont une double nationalité, si vous les déchoyez de la nationalité alors qu'ils vous disent en face, nous n'aimons pas la France.
Il faut les aider, il faut leur dire, puisque vous n'aimez pas la France, il faut aller ailleurs, mais sans les déchoir, puisqu'ils se sont déchus eux-mêmes de la nationalité. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, la rupture s'est faite à travers aussi l'école. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, nous parlons beaucoup d'éducation nationale. Moi, je suis sidéré. Si on demandait juste aux maîtres d'instruire, aux parents de rééduquer, depuis là, fort longtemps, les parents ne l'éduquent plus. J'en sais quelque chose. J'ai 2 jumelles adolescentes de 17 ans. Je peux vous dire que j'ai découvert que c'est le métier le plus horrible et le plus difficile aujourd'hui. Je ne me retrouve plus. Et pourtant, j'essaye d'expliquer, d'être pédagogique. Parfois, souvent, ça ne marche pas. Mais il est vrai aussi que les parents n'éduquent plus. Et les maîtres n'ont plus le temps d'instruire également, puisqu'on leur demande également d'éduquer. Et les parents veulent se mêler des notes, veulent se mêler. J'ai été traité de tous les noms quand je dis à mes jumelles, écoutez, dès le début, je vous le dis, dès le début d'année, le professeur a toujours raison. J'ai été traité de fasciste, de tous les noms. Mais je pense que si jamais on ne marche pas comme ça, aujourd'hui, il n'y aurait plus jamais d'autorité du maître. Je ne vais pas vous donner des exemples de mes profs que j'ai adorés, mais bon, quand on a voulu chahuter comme tout le monde pour jauger le prof en 3e, ben, tout simplement, il nous a bien fait comprendre que si jamais on ne voulait pas, qu'on sortait de la classe, c'est tout. Alors, aujourd'hui, avec l'islam, imaginez-vous quand même que nous formons des imams en France, des imams, je dis bien des imams, à l'Institut catholique de Paris. Je sais pas, on marche sur la tête, on n'est plus cartésien, j'en sais rien. Je crois il est nécessaire aujourd'hui, pour rétablir un certain dialogue, de former tous les agents des collectivités territoriales, régionales ou départementales, qui s'occupent de la diversité, qui s'occupent de l'intégration, non pas aux religions, loin de là, mais à l'histoire des religions. Comment peut-on aujourd'hui aborder le Quattrocento italien à la Renaissance si on ne connaît pas l'histoire de l'Église catholique? Il nous manque quelque chose. Il faut faire la même chose aujourd'hui avec le judaïsme et avec l'islam également. Il est temps, j'allais dire, qu'on redevienne ce qu'on a toujours été, et j'en suis un exemple parfait, les meilleurs islamologues, les meilleurs orientalistes qui existent sur la planète. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on redevienne également, bien entendu qu'on ne peut pas demander aux hommes politiques, à vous-même, les représentants de la nation, d'être universalistes. Ce n'est pas possible. Mais il est important qu'on vous donne les moyens de pouvoir appréhender et approcher précisément ce genre de problème qui se pose à nous aujourd'hui, car nous sommes réellement en guerre et on n'en a pas conscience. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sfer.